Bonjour, j'avais pas vu que vous étiez là. Ah, vous êtes arrivé super vite. Bon, aujourd'hui, je suis d'humeur à raconter des histoires. Donc, je vous ai préparé 2 histoires courtes sur des hommes qui ont vécu des trucs assez inattendus. Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos écoutilles. Écoutille qui est un terme adapté, puisque notre première histoire commence avec Mohamed Aïcha, qui est un marin syrien, en mai 2017. Il a 24 ans et il travaille comme second d'un capitaine sur un cargo de marchandises, le MV Aman. 2 mois plus tard, l'équipage est obligé de jeter l'ancre dans le canal de Suez, au large des côtes égyptiennes, pour effectuer un contrôle. Mais le navire ne respecte pas les normes de sécurité. Tu dégages, allez, c'est ban. Il présente des équipements obsolètes, les certificats sont périmés, le propriétaire du bateau est en difficulté financière et ils abandonnent le navire. Parce qu'un cargo c'est très grand et très cher et ça coûte des millions à entretenir. Du coup, le bateau se retrouve immobilisé au mouillage avec tout son équipage à l'intérieur. Ils sont pas au port, parce que le port c'est payant. Mouillage c'est juste tu mets une ancre et t'es un petit peu au large. Là où ça commence à partir en couille, c'est que les autorités égyptiennes voient que le capitaine s'est barré et ils décident que Mohamed Aïcha, qui en est à son 2e mois sur le bateau, hein, je rappelle. Salut, t'es nouveau à bord? Bah ça fait 2 mois que je suis là. Bah tiens, cadeau, un cargo de 5000 tonnes. Quoi? Mohamed à ce moment-là, il devait être un peu confus, mais il a quand même accepté et signé le contrat qui lui était tendu, sans se rendre compte de la gravité de cette responsabilité. On lui explique ensuite que sa seule issue pour sortir du bateau, c'est soit on le remplace par un autre marin, ou alors le bateau est vendu. Et en parallèle, les autorités égyptiennes lui confisquent son passeport et le privent de son salaire. Voilà. Bonne chance. Il commence à se rendre compte du problème de sa situation quand tous les autres marins se barrent du cargo. Il se retrouve alors seul, sans électricité, sans carburant, sans sanitaire, sans équipage, sans argent, sans rien, sur un bateau vide. Pour se ravitailler, il doit nager jusqu'à la côte et ramener ses courses dans l'eau. Pour recharger son téléphone, c'est pareil. C'est d'ailleurs sûrement grâce à lui qu'il est resté en vie pendant son séjour sur le cargo, parce que ça lui permettait d'appeler sa famille régulièrement et de rester en contact avec des humains. Famille qui lui était impossible de rejoindre parce qu'il n'avait pas le droit de sortir du territoire et dans tous les cas, il n'avait pas d'argent. Il a décrit les nuits à bord du bateau comme s'il était dans une tombe, où l'obscurité et le silence étaient totales. Il doit continuer de vivre comme ça, dans un cargo vide, rempli d'insectes et de rongeurs, en espérant qu'il y ait un miracle qui vienne le sortir de là. Il a déclaré « Si tu te retrouves coincé et que tu tombes à cause d'un accident, personne ne le saura. Tu vas mourir seul et peut-être que ça prendra des mois pour que quelqu'un réalise que t'es mort. » Ouais. Ambiance. Là, le gars, faut réaliser que ça fait des mois qu'il est enfermé seul sur un cargo gigantesque. Il a personne, il est complètement coincé. C'est une loi et un papier qu'il a signé qui l'empêche de littéralement vivre, de pouvoir être libre. Et il se retrouve dans une situation où il va chercher un taf, il commence à bosser et il se retrouve à devoir survivre. Et ça tombe sur lui de tout l'équipage. En mars 2020, une tempête est annoncée dans le golfe de Suez. Les journaux la décrivent comme le cyclone de l'année. Chacune des vagues hautes de plusieurs mètres menace de briser le vieux bâtiment qui n'est plus entretenu depuis des années. Le vent se met à souffler tellement fort qu'il arrive à péter l'ancre du bateau et le bateau se met à dériver. Donc ça fait 2 ans qu'il était accroché, en train de rouiller, et là, il se barre vers le large, en pleine tempête, avec un seul mec à bord. Salut les losers! Imaginez la panique qu'il a dû ressentir. Là, Mohamed, en sortant sur le pont, il se rend compte qu'il est en train de dériver vers une plateforme pétrolière. Donc lui, en fait, sa malchance, elle fait que s'empiler. Faut un cargo pour la transporter, quoi. Pardon. Il est en full panique, il tente de tirer sur la barre de toutes ses forces, la barre ne répond plus. Finalement, le cargo évite la plateforme de justesse et continue de dériver pendant 8 km avant de s'échouer sur une plage près de Suez. Au matin, le beau temps revient, mais Mohamed est blessé et du coup, à ce moment-là, il va se faire hospitaliser et il décrit ça comme une excellente nouvelle parce que ça lui permet de sortir un petit peu de sa prison. On lui diagnostique alors des problèmes de circulation, un taux de globules rouges très bas, une pathologie rénale. En gros, c'est des conséquences de sa malnutrition extrême. À son retour sur le cargo, sa santé physique est au plus bas, mais aussi mentale. Il commence à avoir des hallucinations auditives, il entend des voix. En même temps, les conditions dans lesquelles il est forcé de survivre sont clairement critiques. Il est sur un bateau qui est en train de tomber en ruine. Nous, on imagine ça comme de l'urbex, qui est super excitant. Tu visites une ruine, là c'est sa maison, mais il arrive quand même à tenir et à attendre dans le silence, le noir et l'ennui. En mars 2021, après 4 ans d'enfermement, il se retrouve aux premières loges d'un événement qui a fait marrer la terre entière et pleurer les compagnies de transport. C'est le blocage du canal de Suez par le cargo Ever Given, sur lequel il y a eu beaucoup de mèmes sur internet. Et au même moment, pour lui, c'est la libération. Son bateau est mis aux enchères et il peut enfin quitter le navire. Il retrouve sa famille le 23 avril 2021
après 4 ans à bord du cargo. Malheureusement, sa maman est décédée en 2020 pendant sa captivité. Mais lui, malgré toutes ses mésaventures, il s'est pas laissé abattre et il a repris ses études après son retour. Et aujourd'hui, Mohamed a 29 ans et il est devenu capitaine. C'est trop stylé. Il a décidé de repartir en mer, malgré le calvaire qu'il a vécu. Et depuis le 23 février, il navigue avec son navire qui fait aussi du transport de marchandises. Et j'ai même trouvé une photo où il pose fièrement avec son équipage. En description de la photo, c'est rempli d'ironie et c'est incroyable. Il a écrit « Here we go again ». Franchement, cette histoire, elle est incroyable. On n'est pas dans une histoire avec quelqu'un qui est coincé dans un accident en haut d'une montagne, un truc comme ça. Là, c'est vraiment, il est à côté de la civilisation, il est à côté de la société, il est coincé par une loi, il est coincé par un papier qu'il a signé. Il devait se dire, qu'est-ce que c'était que ces 4 années de ma vie? Qu'est-ce que... Pourquoi? C'est un truc de fou. Pour la deuxième, je vous ai préparé une histoire qui est un peu différente. Elle est tout aussi incroyable, elle est même encore plus incroyable. Vous allez péter un plomb. Vous allez juste péter un plomb. Notre deuxième histoire commence au XVIe siècle, à l'époque où l'esclavagisme sévit encore. Notre protagoniste est alors chasseur de lions au Mozambique. C'est une profession un peu dangereuse. Un jour, alors qu'il est en train de chasser, il se fait capturer par des esclavagistes. Il est donc mis au service d'Alessandro Valignano, qui est un jésuite italien, qui l'emmène avec lui au Japon. Il se retrouve donc en 1579 sur l'île de Kyushu, là où se déroule le siège de la mission jésuite, près de Nagasaki. Avec le développement des occidentaux chrétiens dans les grandes villes nippones à l'époque, et plus tristement l'esclavagisme, le peuple japonais découvre les hommes à la peau noire. Les Japonais sont prêts à se déplacer sur des kilomètres pour observer de leurs propres yeux ces hommes dont ils ignoraient l'existence. Revenons à notre personnage principal. Lui, il est très intelligent et très doué pour les langues, ce qui lui permet d'apprendre le japonais assez rapidement et de faciliter son intégration. En plus, il était très grand et très fort, ce qui le distinguait encore plus auprès de la population locale. Pas étonnant, la taille moyenne d'un homme japonais à l'époque, c'est 1m57, et lui, d'après les sources, il en faisait 1m85. Et en fait, il dénote tellement du paysage que son existence arrive aux oreilles d'Oda Nobunaga, qui n'est autre que le chef de guerre le plus puissant de l'époque, et qui sera très impressionné par sa rencontre avec lui. Il décrit dans ses mémoires, le 23 du second mois, un serviteur noir vint des pays chrétiens. Il semblait avoir 26 ou 27 ans, son corps tout entier était noir, il était solide et avait de la présence. De plus, sa force était supérieure à celle de 10 hommes réunis. Il lui fera même prendre un bain pour vérifier que sa couleur de peau était vraiment noire et que c'était pas de la peinture. Oda se retrouve complètement séduit par ses capacités physiques et intellectuelles. Suite à ça, Oda se tourne vers Alessandro l'esclavagiste et lui dit « Mec, laisse-moi ton serviteur », ce qu'Alessandro accepte. Après, je sais pas vraiment s'il avait le choix. Je me sens persécuté. À partir de là, la vie de l'ancien esclave change complètement. Oda lui accorde son entière confiance. Et il va même le placer dans sa garde rapprochée en 1581. Il l'élève ensuite au rang de samouraï. Il lui donne une maison et il lui donne aussi son surnom, qui est aujourd'hui célèbre, Yasuke. Ils devaient vraiment bien s'entendre en fait. Là, vous êtes en train de vous dire, le mec a trop de chance. Attendez. En plus des 2 sabres qu'il a le droit de porter, Oda, il lui confie sa propre lance et il lui donne même une épouse, qui n'est autre que sa fille adoptive. Oda était fan de Yasuke. C'est incroyable. À ce moment-là, Yasuke, il a 25 ans et c'est ainsi le premier homme étranger à accéder au rang prestigieux de samouraï. Il est quand même passé d'esclave à samouraï. Et non, il est passé d'homme libre au Mozambique, chasseur de lions, à esclave pour un Italien, à samouraï de la garde rapprochée du général de guerre le plus puissant du Japon et accessoirement beau-fils. C'est insane. En 1582, il s'illustre lors de la bataille de Tenmokusan, livrée contre Takeda Katsuyori, un grand seigneur de guerre, un rival d'Oda. La victoire est belle, Yasuke savoure, mais sa proximité avec le grand seigneur suscite bien des jalousies. Et malheureusement, je suis désolé, mais l'histoire ne se termine pas bien. Oda est trahi par l'un de ses généraux, Mitsuhide, et est contraint au suicide rituel, le seppuku, sous les yeux de Yasuke. Il choisit de rester fidèle à son chef Oda, mais se fait capturer à son tour. Là, le traître Mitsuhide, ne voyant en lui qu'une bête, lui reprend alors son statut sacré de samouraï et lui enlève l'honneur de se donner la mort par seppuku. Yasuke est ensuite remis aux mains de son ancien bourreau, Alessandro Valignano, et disparaît. Depuis, on ne sait pas ce qu'il est devenu, ni comment il est mort. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il me semble qu'il y a un animé sur Netflix qui s'appelle Yasuke et qui retrace son histoire. À mon avis, c'est très romancé, j'ai pas regardé encore, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais ce qui est sûr, c'est que Yasuke a existé et qu'il est entré dans la légende.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais que c'était pas des histoires extrêmement joyeuses, mais en même temps, c'était très cool pour moi de faire cette narration. Je suis vraiment content d'avoir pu vous raconter un truc comme ça. J'en ai plein. J'ai vraiment beaucoup d'histoires et elles sont toutes très stylées comme celle-là. Je voudrais dire un énorme merci à Hugo JD qui m'a aidé à faire des recherches et à condenser tout ça. En fait, on recherche sur plein d'autres trucs en même temps et il m'aide pour cette partie-là. Il a fait le montage de cette vidéo, donc envoyez-lui un double bravo. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver son format sur TikTok et sur YouTube qui marche assez bien, où il raconte des trucs aussi. En tout cas, je vous souhaite de vivre de belles histoires comme ça, en espérant qu'elles finissent pas aussi mal. Et je vous dis à la prochaine.